vous êtes né en 49, Isabelle Stengers, fille d'historien, vous avez, dites-vous, fait la science pour rompre justement avec une histoire qui était omniprésente chez vous, avec l'univers des sciences humaines. Et vous avez fait des études de chimie, mais dites-vous, vous posiez peut-être un peu trop de questions aux scientifiques sur la manière dont ils arrivent, dont ils posent des questions, dont ils construisent leurs dispositifs. Vous posez des questions interdites, des questions qui sont censées être mises entre parenthèses. Comme vous le dites dans votre dernier livre, il y a cette représentation dans le monde de la science du scientifique, représentation très virile d'ailleurs, dites-vous, du scientifique qui met entre parenthèses ses intérêts, qui met entre parenthèses ses passions, au bénéfice exclusif de la recherche du vrai et de la découverte des secrets de l'univers, une représentation qui vous fait sourire et en tout cas qui vous a au départ éloigné de la recherche fondamentale en sciences. Vous dites « Je me suis auto-exclu d'un avenir de chercheuse, je me considérais comme perdu pour la recherche, je n'avais pas ce qu'on appelle l'étoffe du vrai chercheur fondamental, c'est-à-dire celui justement qui est mobilisé tel un militaire, tel un conquérant vers les secrets, dans la découverte des secrets fondamentaux de l'univers. La science fondamentale a peut-être perdu une chercheuse, en tout cas la philosophie a gagné une femme qui posait des questions aux scientifiques et qui osait nommer les questions qui habitent en réalité tous les scientifiques, comme vous le montrez, mais dont il se faisait fort de taire en quelque sorte l'existence. Je l'ai dit, donc une association avec Ilya Prigogine à la fin des années 70, une association très féconde puisque il en est sorti un livre événement, La Nouvelle Alliance, paru en 79, où autour de la question du temps, vous essayiez justement de briser cette représentation du scientifique comme découvreur de données essentielles du temps et en réalité plutôt soumis à vous montrer que le temps n'est pas dominé par le physicien, au contraire. Nous sommes des enfants du temps, dites-vous. À la suite de quoi vous êtes avancé dans un récit, c'est un livre moi, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle L'invention des sciences modernes, qui est une nouvelle manière de raconter l'aventure des sciences modernes. Une manière de la raconter comme étant justement une aventure. C'est la dimension aventureuse des sciences qui vous intéresse, non pas le récit a posteriori que l'on peut faire cette découverte du vrai, comme s'il n'attendait que nous pour être découvert. Non, ce qui vous intéresse, ce sont les événements rares, sélectifs et coûteux, dites-vous, les réussites expérimentales qui permettent aux scientifiques de construire des dispositifs, de soumettre les éléments, de soumettre l'espace, le temps à des questions, à des artefacts, de donner rendez-vous aux choses, c'est un mot que vous aimez bien, et parfois les choses répondent. D'autres fois, elles sont silencieuses. Votre parcours intellectuel et scientifique est je dirais, fait de rencontres. Vous êtes une chercheuse de rencontres avec Ilya Prigogine, je l'ai dit, mais aussi avec Toby Nathan, dont l'apport un peu singulier de la psychanalyse, il mettait en danger, il mettait en risque le dispositif analytique, le dispositif de la psychanalyse, en montrant que pour toute une série de populations qui n'avaient pas grandi dans la culture occidentale, les questions et le dispositif psychanalytique pouvaient être inquiétés de manière féconde. Et c'était l'aventure de Toby Nathan qui vous intéressait, mais aussi, je l'ai dit un instant, Bruno Latour, ou plus récemment Vinciane Després, justement. Vos derniers livres sont des livres, des essais, des interventions qui se détachent de l'histoire des sciences pour intervenir au présent. Des livres inquiets, je l'ai dit, par exemple, Au temps des catastrophes en 2009 ou au lendemain de la catastrophe de Katrina à la Nouvelle-Orléans. Cet événement vous semblait annoncer en quelque sorte la manière dont les catastrophes écologiques à venir allaient être gérées, source de barbarie. Vous n'hésitez pas à utiliser le terme et vous vous inquiétez du fait que nous sommes prêts à accueillir la barbarie de manière bien trop complice.
vous êtes une écologiste bien singulière ou une écologiste au sens philosophique du terme. Pour vous, l'écologie, ce n'est pas le souci de la nature ou de l'écologie. Vous entendez l'écologie dans le sens, c'est ce que vous dites, ce sont l'écologie des pratiques. C'est-à-dire l'écologie, ce n'est pas juste notre rapport à la nature, c'est la manière dont des êtres hétérogènes en tant qu'hétérogènes, dites-vous, c'est-à-dire par exemple dans une vallée, eh bien dans une vallée, il y a des rivières, des arbres, des hommes, des animaux, et bien tous ces êtres hétérogènes en tant qu'hétérogènes nouent des rapports, des contacts, dépendent les uns des autres, et l'écologie des pratiques, c'est la manière dont ces rapports vont se nouer. Et on peut passer à un deuxième niveau, soutenez-vous, c'est-à-dire à une écologie explicite, c'est-à-dire apprendre à ces êtres à se poser les uns et les autres les questions que créent les pratiques entre elles. En particulier, vous défendez l'idée que les scientifiques doivent abandonner l'ancienne position d'autorité qui est la leur qu'ils ont conquise dans la modernité pour apprendre à poser et à amener leurs questions en public et à se laisser troubler, inquiéter par la manière dont ceux qui sont affectés par leurs découvertes, dans les pratiques qui découlent des sciences, eh bien comment est-ce que ces gens qui sont affectés par les pratiques peuvent inquiéter les scientifiques eux-mêmes. Je vous avoue, moi, pour vous dire très simplement que quand j'entends, par exemple, des forums sur, par exemple, le gaz de schiste ou sur les OGM, ça me fait plus penser à Bouvard et Pécuchet qu'à l'invention de dispositifs féconds. Mais quand je vous entends parler de cela, quand je vous entends imaginer quels pourraient être des vrais forums d'inquiétude et d'intelligence publique de la science, je me mets à y croire, moi qui suis pourtant très sceptique sur ce genre de forum et qui ai plutôt tendance à croire que nous inventons tous les jours des spécialistes, des experts du gaz de schiste un jour, un autre jour des OGM, et qu'en réalité nous n'y connaissons tout simplement rien. Mais je me laisse convaincre par vous quand vous imaginez ces dispositifs possibles, c'est dire. Votre dernier livre, je le disais, n'est pas uniquement un livre sur la science, et c'est à ce titre d'ailleurs que vous allez sans doute nous parler un instant. Je vous avais demandé d'ouvrir un petit peu la question de l'accélération et du ralentissement, d'ouvrir. Ce manifeste est un appel pour que les sciences ralentissent. Vous nous direz pourquoi est-ce qu'il est impératif aujourd'hui en sciences de ralentir, mais je vous ai demandé d'ouvrir un petit peu et de dépasser l'espace exclusif des scientifiques, des pratiques scientifiques, parce que cette question, la question du ralentissement, me semble au cœur, en effet, de notre contemporain. Et je le dirais d'un mot, il me semble en effet qu'on peut dire avec un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hartmut Rosa, que la question de l'accélération, la question du temps aujourd'hui est décisive. Nous vivons dans un monde qui vit en constante accélération technique, accélération des modes de vie, et pourtant cette accélération, ce temps que nous avons gagné dans les communications, ce temps que nous avons gagné dans les transmissions d'informations, étrangement nous n'avons pas gagné du temps. Les choses vont plus vite, mais pourtant nous ne gagnons pas du temps, nous avons toujours l'impression de courir après. C'est ce que Hartmut Rosa appelle l'hyper-rapidité, l'hyper-accélération. Nous courons à toute allure, mais restons sur place. Nous devons courir de plus en plus vite pour rester sur place. Et Hartmut Rosa soutient l'idée que l'accélération, le régime temporel aujourd'hui, est la manière dont les individus sont gouvernés. Il n'y a plus, les règles de gouvernement sont de moins en moins discutées, et en particulier les règles temporelles ne sont plus discutées. Pensez que simplement quand un ministre veut changer les rythmes scolaires, c'est une révolution. On ne touche pas au temps, et vous citez d'ailleurs vous-même, Isabelle Stengers, dans ce livre, la formule choc de Pascal Lamy, on ne touche pas aux horloges, c'est-à-dire les horloges nous gouvernent aujourd'hui, mais il est interdit d'y toucher. Eh bien, c'est ce que vous proposez de faire dans cet essai, où vous dites précisément qu'il est plus que temps de toucher aux horloges, de ralentir, sinon d'arrêter les horloges. Vous me direz pourquoi est-ce qu'en science, le temps est une question décisive, mais également en quoi est-ce qu'il est éventuellement possible de ralentir
ailleurs que dans la science pour gagner un petit peu de jeu, un peu d'espace et un petit peu de liberté. Voilà, merci en tout cas Isabelle Stengers d'être là avec nous ce soir pour cette proposition intempestive. Est-il possible, peut-on ralentir? Je vous cède la parole, après quoi vous aurez toute la latitude de poser vos questions et éventuellement même après de vous rencontrer Isabelle Stengers qui signera quelques-uns de ses livres. Merci en tout cas et je vous cède avec beaucoup de joie la parole. Merci beaucoup. Bon, est-il possible de ralentir? Bon, c'est une question qui, je crois, n'appelle pas une réponse oui-non, mais qui plutôt devrait nous faire penser. Et plus précisément, s'il fallait lui répondre par oui ou par non, je dirais, probablement non. Probablement. Parce que l'image qui domine, et qui nous domine depuis un certain temps d'ailleurs, c'est celle notamment, c'est celle d'une locomotive qui fonce dans un mur ou un ravin, ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, les freins sont bloqués. Et je vous le disais, ce n'est pas une image très, très récente, c'est une image dont on pourrait trouver l'équivalent. J'ai apporté un livre qui pourrait me situer, parce que moi, j'ai appris à penser à la génération pour laquelle ce livre a été un événement. L'an 01 de GB, que vous trouverez en ligne. C'est avec ça que j'ai commencé à penser, c'est-à-dire penser qu'autre chose que ce que je connaissais était possible. Eh bien, dans l'an 01 de GB, vous avez dans 20 ans la fin du monde. Et curieusement, la fin du monde, c'est une terre qui est en train de fondre de chaleur. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient prophètes, mais on pourrait dire qu'ils étaient prophètes peut-être sur leurs 20 ans. Je crois que c'est peut-être que les Américains l'ont senti avant, mais c'est vraiment dans les années 90 qu'on a senti, comment dirais-je, une espèce d'accélération de ce qui nous emportait. C'est l'époque, vous savez, de Tina, There is no other solution. C'est l'époque de la pensée unique. C'est l'époque où, en fait, l'ange 01, basculait dans ce qu'on appelle une utopie, c'est-à-dire quelque chose par rapport auquel la réalisation, j'y reviendrai, n'est pas à penser, un rêve. Alors, qu'est-ce qui nous sépare de l'an 01, au fond, aujourd'hui? C'est le premier titre, les années 70, dans toute leur horreur, parenthèse, secrète. J'ai l'impression que ce qui nous en sépare, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Et c'est ça qui est terriblement impressionnant. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret, c'est-à-dire que beaucoup, sauf quelques illuminés ou quelques indifférents, savent qu'on va dans le mur. Et ils savent qu'on va même beaucoup plus vite que prévu dans le mur, puisque, évidemment, dans 20 ans, d'accord, mais aujourd'hui, on peut dire, dans 20 ans, nous n'avons pas vraiment d'idée de dans quel état nous serons et dans quel état nous sera la Terre. Et on peut dire que, je crois, nous savons que la génération qui est née, disons, dans ce siècle, on ne parle plus de génération future, avec le caractère indéterminé qui va avec. Non, non, la génération des enfants qui sont nés dans ce siècle aura à affronter des épreuves terribles, aura à affronter, éventuellement, vous le rappeliez, c'est la menace de devenir barbare. Je n'ai pas le temps et on pourra reprendre, mais enfin, en tout cas, je fais allusion à des catastrophes qui seront à la fois écologiques et sociales, indissociablement. Et qui étaient inimaginables, en fait, dans les années 70, parce que là, c'était les ravages que nous provoquons qui étaient, comment dirais-je, pensés, mais par contre, pas du tout le fait que nous étions en train d'exciter des processus redoutables qui peuvent, comment dirais-je, nous rendre plus que largement la monnaie de la pièce de notre irresponsabilité. Bon, donc,
on pose la question: est-il possible de ralentir aujourd'hui? Et le seul fait que ce soit une très bonne question parle de ce qui est en train de nous arriver. Pourquoi? Parce que nous savons, désormais ce savoir n'est pas secret, ce savoir n'appartient pas à des gens dont les autres diraient « Oh, vous vous inquiétez pour rien, vous ne faites pas confiance au progrès, nous pourrons réparer les dégâts que nous commettons ». Non, maintenant nous savons, et pourtant, nous ne, comment dirais-je, il semble que la question se pose toujours. Sommes-nous capables de, comment dirais-je, de faire une réponse à ce futur qui s'approche à toute vitesse? Alors, en fait, autobiographiquement, on peut dire que c'est la première fois que, quand j'ai rencontré tout près de moi, comment dirais-je, dans notre société, cette possibilité qu'on sache et qu'on ne fasse rien de ce savoir, qu'au contraire on fasse comme s'il n'était pas là, qu'on le nie. Quand je l'ai rencontré absolument étalé avec la même, comment dirais-je, la même évidence que, comme vous dites, mon travail a pris aussi un tour supplémentaire qui est celui d'intervention. En fait, ce moment, c'est un moment qui, pour vous, est dans le passé, mais ça a été les lois sur le chômage qui, bien avant les actuelles nouvelles politiques, comment dirais-je, impliquaient que l'on traite le chômeur comme un éventuel fraudeur, qu'on le contrôle, qu'on interdise la cohabitation, etc., etc. Alors même que ce que l'on savait, c'était que le non-emploi était non seulement installé, mais n'était pas du tout un fait de nature, mais une politique activement poursuivie, que l'on appelait dégraissement ou rationalisation, et qui continue aujourd'hui. Donc, on savait qu'il n'y avait pas de travail ou d'emploi pour tout le monde, on savait que cela s'installait, et pourtant, on faisait comme si le mauvais chômeur, celui qui ne cherchait pas ardemment du travail, était l'ennemi, était le problème. C'est cette possibilité que l'on puisse, comment dirais-je, à ce point nier, faire abstraction de ce que l'on sait, qui m'a forcé à penser, qui m'a fait écrire, notamment pour essayer de penser face à cela, avec Philippe Pignard, La sorcellerie capitaliste, et puis Au temps des catastrophes. Et si j'intervenais, ce n'était pas pour ajouter mon mot à cette situation, c'était de penser devant cette impuissance face à ce que nous savons, sur un mode qui dise, attention, ne la renvoyons pas à de grandes raisons du type servitude volontaire, incapacité de l'humain à faire face, etc. Il ne s'agit pas de l'humain, voulais-je faire passer. Il s'agit de quelque chose qui nous est arrivé, qui nous a fabriqué, mais qui ne nous parle pas d'humain, de l'humain en général. Dans La sorcellerie capitaliste, il était question d'une attaque sorcière, c'est-à-dire d'une capture de nos capacités de penser, de prendre les affaires en main. Dans La sorcellerie capitaliste, il a été question justement de quelque chose qui est le corrélat de cette attaque sorcière, c'est-à-dire du capitalisme comme processus d'expropriation systématique, pas seulement d'exploitation, mais d'expropriation systématique de ce qui nous rend capables de penser ensemble les problèmes qui nous concernent. Donc il s'agissait de penser ce qui nous arrivait sur un mode tel que, et j'approche déjà mon est possible, sur un mode tel que nous puissions concevoir que autre chose était possible, justement parce qu'il n'y allait pas d'une nature humaine par rapport auquel nous devrions, avec un grand soupir, dire les gens, parce que c'est comme ça qu'on parle toujours des autres, moi je réagirais bien, mais les gens sont incapables de
changer, de se modifier, d'apprendre. Donc, est-il possible de ralentir? Reprend la question et pourrait se dire, parce que pour moi, vous le verrez, ralentir, c'est synonyme de cela. Est-il possible de se réapproprier les Américains, les activistes américains disent de reclaim. Reclaim, ça veut dire à la fois, vous entendez le français réclamer, hein, reprendre ce dont on a été séparé, mais aussi redevenir capable de ce qui a été détruit du fait de la séparation. Ça veut donc dire aussi récupérer, au sens où on récupère d'une épreuve, et guérir. Donc, quand je dirais se réapproprier, parfois je dirais reclaim d'ailleurs, c'est cela que ça signifie. Sommes-nous capables de ralentir, c'est-à-dire de nous réapproprier, non pas tellement directement le temps, mais nous ralentir, c'est avant tout devenir capable de nous réapproprier les problèmes qui nous concernent. Et de fait, cette question se pose bel et bien aujourd'hui, parce qu'on ne dira pas seulement que nous sommes impuissants, avec un nous abstrait, à modifier la trajectoire de cette locomotive avec un mur qui s'approche beaucoup plus vite que prévu. Mais on peut dire que les processus de désappropriation se sont littéralement emballés depuis les 15 dernières années. Je voudrais aujourd'hui juste faire allusion à 2 points où c'est très clair. On sait que nous sommes en train de devoir subir, c'est loin pour vous, mais c'est néanmoins très, très significatif, l'interdiction de commercialiser des semences non homologuées. Ça veut dire que toutes les capacités de faire et de coopérer des paysans qui résistent à l'industrialisation sont rendues illégales. Toutes les coopérations liées à régénérer des graines et des semences traditionnelles moins dévoreuses d'engrais, plus résistantes, nécessitant moins de pesticides, mais qui, du point de vue de l'industrialisation, de la production, offrent quelques inconvénients, eh bien, toutes ces pratiques-là vont devenir illégales. Donc, vous voyez, désappropriation de ce que les paysans étaient en train de réapprendre à faire. Et du point de vue politique, il y a quelques jours, comme vous le savez peut-être, ceux qui ont décontaminé un champ de pommes de terre OGM à Wetteren ont été condamnés très lourdement, parce que ce qu'on a fait jouer contre eux, c'est la charge d'association de malfaiteurs. On disait penser à l'époque que c'est contre la mafia. C'est donc ici contre des gens qui participent à une action de désobéissance civique non violente. Là aussi, désappropriation des moyens que nous avions de manifester, autrement que par des débats d'opinion, une position politique. Donc 2 points, et puis partout, ce qu'on appelle le néo-management, que certains ont déjà dégusté absolument, comme les infirmières qui désormais ne peuvent plus se permettre de passer 3 minutes avec un patient qui en a besoin, parce que tous leurs actes doivent être enregistrés à la minute près, et elles doivent pouvoir rendre compte de ce qu'elles font. Et un peu partout, j'ai participé à un séminaire à l'Université populaire qui était vraiment quasi un lieu de parole, tellement les gens avaient besoin de dire la souffrance que constituait pour eux ce qu'on peut appeler une véritable attaque sorcière. C'est-à-dire quelque chose, c'est ce type d'évaluation systématiquement non pertinent pour ce à quoi les gens tiennent, ce qui fait le sens de leur métier, eh bien, est aussi une destruction de ces métiers.
et un désespoir installé, je veux dire, qui, bien évidemment, contribue à l'incapacité installée qu'une affaire les concerne. Donc, partout, et même à l'université, nous autres philosophes, on peut voir que le type d'avenir qui est encore un peu lointain, mais c'est une question de quelques années pour que nous suivons les pas d'autres pays européens, bien le type d'évaluation que l'on nous promet, c'est celui qui implique que l'on doive publier dans les revues cotées A, c'est-à-dire montrer que nous avons la flexibilité qui est requise pour suivre les signaux du marché. Les signaux du marché, c'est rien d'autre que les types de production qui peuvent être publiés dans ces revues. Donc, nous allons vers, comment dirais-je, j'étais venue à la philosophie, Martin Legros l'a rappelé parce que j'avais envie de fabriquer mes propres questions. Eh bien, cette idée-là de la philosophie, cette idée comment dirais-je, d'un travail sur les questions, le métier de philosophe va être détruit comme a été détruit bien des métiers, dont le métier que je vous ai donné comme exemple d'infirmière. Donc partout on peut dire que le processus d'expropriation de ce à quoi nous tenons, de ce qui nous fait penser, de ce qui nous concerne, est en marche. Non seulement nous ne sentons pas la puissance d'agir face à la menace, mais encore on pourrait dire que le processus nous rend plus mal équipés que jamais peut-être dans l'histoire humaine pour faire face à ce XXIe siècle. Alors du coup, dans la mesure où ça se produit partout, ce processus d'expropriation, dans tout ce qui était encore un métier, on peut dire que le sens de la question « est-il possible de ralentir ?» change un peu. Parce que justement, la question désormais se pose partout. Et en fait, ça devient ce que William James a appelé une option véritable ou authentique. L'option véritable ou authentique, c'est une option, un choix, par rapport auquel n'existe pas de possibilité de position neutre. Parce que de toute façon, la réponse, quelle qu'elle soit, oui ou non, engage. On ne peut pas dire « oh non, moi je ne crois pas qu'il est possible », etc. Parce que si on dit « moi je ne crois pas qu'elle est possible », eh bien, ce qui est une forte tentation aujourd'hui, si on cède à cette tentation de dire « oui, ben, probablement qu'il n'est pas possible de ralentir », eh bien, on renforce encore cette improbabilité, ce fait que ce soit improbable. Donc, d'une manière ou d'une autre, je dirais, cette question, elle est plutôt un cri. Elle est plutôt un cri et effectivement, elle suscite une intervention, un manifeste. Peut-être que c'est improbable, mais quand on passe de l'improbabilité à l'impossibilité, c'est là qu'on est engagé. Ça, c'est l'option jamesienne. Pas de comment dirais-je, pas de position neutre. À toutes les échelles, nous sommes engagés parce que c'est à toutes les échelles que la question de se réapproprier se pose, de se réapproprier ou d'accepter. Alors, quelle est la relation plus précise entre se réapproprier et ralentir? Je vais plutôt partir de qu'est-ce que c'est que cette vitesse par rapport à laquelle il y a ralentissement nécessaire. Il y a beaucoup de sens au mot vitesse, et ici, effectivement, c'est le sens de la mobilisation que je prends. Une armée mobilisée, donc mobile, vous entendez mobiliser, mobile, c'est une armée, comment dirais-je, que rien ne doit ralentir. C'est-à-dire, en temps de guerre, en temps de mobilisation générale, on peut passer à travers champs, quels que soient les dégâts.
rien ne doit faire obstacle à la progression de l'armée. Ce qui signifie effectivement pouvoir détruire pour passer, ça signifie une certaine anesthésie. Il ne faut pas sentir ce que l'on fait en avançant à toute vitesse. Sentir, en l'occurrence, hésiter, se dire mais si on faisait un détour, peut-être qu'on éviterait quelques dégâts, c'est perdre du temps. Et perdre du temps, c'est trahir. La mobilisation, c'est quand penser au sens de hésiter, que faisons-nous, que sommes-nous en train de faire ou d'accepter, c'est trahir. Il y a une autre forme de mobilisation que les gens de mon âge connaissent bien, c'était la mobilisation pour la révolution. Je veux dire, parce que là aussi, c'était une mobilisation qui, comment dirais-je, refusait tout ce qui pouvait compliquer la tâche, compliquer la lutte. Par exemple, la pensée féministe. Il s'agissait de, comment dirais-je, de se focaliser sur l'ennemi et le front de la lutte. Le reste était secondaire, risque de dispersion, et rien ne devait troubler le tous ensemble, qui était le seul espoir. Tous ensemble. Souvent on me dit, oui, mais avec tes idées, il faut tout de même réussir à lutter ensemble. Mais oui, je le pense aussi, bien sûr. Mais, et c'est une des choses qui aussi m'ont transformé en interventionniste, si on peut dire. Ça a été l'expérience vécue par, comment dirais-je, par procuration, bien sûr, de cette manifestation de Seattle, où pour la première fois, l'idée qu'un autre monde est possible, c'est ralentir est-il possible, un autre monde est-il possible, qu'un autre monde est possible, a fait vibrer, a levé une espèce de chape que nous sentions, que beaucoup d'entre nous sentaient. Eh bien, Seattle, ça a été un tous ensemble, mais un tous ensemble étrange, un tous ensemble hétéroclite, un tous ensemble où se rassemblaient des gens venus pour une multiplicité de raisons, mais qui savaient qu'il fallait se retrouver là, que toutes ces raisons faisaient que Seattle était le lieu où on pourrait dire non. Et c'est cette mise en relation de raisons qui divergent, de raisons qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas hiérarchisables, ce qui fait résister une non-bouddhiste. Il y avait des non-bouddhistes à Seattle, est autre chose que ce qui fait hurler le Black Bloc. Ils coexistaient à Seattle. Cette mise en relation des raisons est ce qui implique et ce qui permet cette réappropriation. Mise en relation des raisons sans rêve de hiérarchie, ça veut dire effectivement que ceux qui luttent sont connectés à leur raison de lutter, ne sont pas soumis à une raison générale qui mettrait tout le monde à égalité, enfin qui mobiliserait tout le monde. Non, chacun venant pour ses raisons, c'est qu'il rencontrera d'autres qui viennent pour leurs propres raisons. C'est ce que Félix Guattari aurait appelé une hétérogénèse. Quelque chose se produit avec et grâce à l'hétérogénéité de ce qui le compose. Bon, eh bien, donc, tous ensemble, certes, mais pour cela, il faut ralentir pour créer un plan, j'appellerai ça un plan, j'y reviendrai, où des raisons divergentes entrent en communication. Et ça prend du temps. Se réapproprier les raisons que nous avons et qui nous font vivre de lutter. Me réapproprier mes raisons de philosophe pour pouvoir parler avec une infirmière qui se réapproprie ses propres raisons. On a un exemple, et c'est pour ça que l'idée de science lente, slow science, comment dirais-je,
m'intéresse, cette manière de nommer sur laquelle je vais venir, c'est que ce qu'on appelle le slow food, ou de manière plus générale l'ensemble de ce qui s'est tissé autour de la question des rapports entre ceux qui mangent et ceux qui produisent, eh bien, a réussi, dans certains cas, les AMAP par exemple, a réussi à fabriquer des liens là où normalement on aurait vu une opposition entre intérêts contradictoires. Le consommateur veut sa nourriture la moins chère possible et le producteur veut vendre ses légumes le plus cher possible. Là où il y avait une contradiction dont jouaient les grandes distributions, se sont créés des liens où justement les consommateurs ne sont plus seulement des consommateurs, quoi qu'ils le soient, mais, et c'est quelque chose que Vinciane Després a dit superbement, aiment aussi des légumes ou du poulet bons à penser, pas seulement bons à manger, mais bons à penser, c'est-à-dire dont ils sachent que le fait d'avoir fait ce choix-là permet à d'autres, comment dirais-je, de mener une vie plus intéressante, et de la même manière pour les producteurs, comment dirais-je, de rencontrer ceux qui, du coup, il importe de nourrir de bonne manière. Ralentir, alors, donc, c'est, on pourrait dire, c'est prendre le temps de recréer ce qui n'a cessé d'être détruit entre nous, ce qu'on pourrait appeler des rapports civilisés. Bien évidemment, l'homo economicus, c'est le synonyme de rapport non civilisé, c'est-à-dire où chacun poursuit son propre intérêt sans la moindre préoccupation pour les conséquences en ce qui concerne le reste, qui n'a qu'à s'arranger. Alors, se ralentir, cette capacité à se réapproprier, non pas de tolérer des intérêts divergents, mais de donner aux raisons des autres, à ce qui intéresse et fait vivre les autres, le pouvoir de nous faire hésiter, de nous modifier, de nous transformer, de nous faire comprendre nos propres intérêts autrement. Tout ça, je dirais que, quelque part, et c'est une vieille pensée pour moi, puisque, je crois, le germe a été créé avec GB l'an 01. C'est à partir de là que, tout à coup, j'ai compris pourquoi ce monde me décevait. Me décevait au sens où je sentais qu'autre chose était possible. On n'est pas déçu quand on dit les hommes ne sont pas ce que je croyais, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et le mot de l'an 01, c'est on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Et l'ensemble de ce qui est exploré, c'est ce qui suit cet arrêt général, et cet arrêt général dont ils imaginent que cela avait il y avait des exercices de démobilisation où les gens arrêtaient. Et puis un jour, l'exercice de démobilisation est devenu démobilisation effective. Chacun arrête. Il y a aussi un film de Doyon qui montre ça. C'est-à-dire une espèce de catalyse existentielle où ce geste déclenche le fait que chacun se dit oui. Évidemment, c'est une fabulation, mais ce qui suit est extraordinaire, parce qu'effectivement, on réfléchit à tout, y compris qu'est-ce qu'on va faire d'un homme qui a tué sa femme. On est contre la justice, contre la prison, contre la répression, mais on arrête, on réfléchit, et c'est pas triste. Et quand le type, face à des gens qui commencent à réfléchir à la prison, etc., dit oui, mais moi j'ai tué ma femme, il dit qu'il a tué sa femme, je note mes réactions, je m'en fous. Ça, c'est la fabulation. Vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse, mais peut-être que des réponses vont se créer, mais à partir de ce truc, ne nous soyons pas mobilisés par ça. Je m'en fous. Donc, c'était déjà une fabulation du ralentissement qui permet de se réapproprier la capacité de penser. Et à ce moment-là, ce qui nous est arrivé, après les années 70, pourrait prendre une autre tournure qui m'intéresse beaucoup. Parce que si on voit ce qui se passait, ce n'était pas un truc isolé.
en 1977, collectif des Artrets, qui étaient des experts sérieux, des scientifiques, publiait, travaillait 2 heures par jour. Partout, comment dirais-je, partout il y avait, dans ces années 70, un sens du possible, un sens du fait que ce monde, comment dirais-je, ne tenait plus que par habitude. Et tout se passe comme si il n'y avait pas que des gens comme moi qui avaient lu l'an 01, mais d'autres aussi. D'autres aussi qui ont. Tout se passe comme si d'autres avaient eu peur. Si d'autres avaient eu peur, c'est-à-dire avaient entrepris, c'est une autre manière de parler du néolibéralisme, de détruire, d'extirper ce sens du possible. C'est-à-dire de nous mobiliser à quelque chose dont il n'y a même pas besoin d'y croire. Une mobilisation sans cause. Produire des causes comme la croissance, sans lequel rien n'est possible. Évaluer, c'est-à-dire détruire ce qui nous permet, évaluer à tout, etc. C'est-à-dire détruire ce qui nous donne la capacité de penser. Répondre à l'offre et la demande, ça veut dire le marché pense pour nous, ne pas penser, se rendre désirable, flexible, répondre à ces signaux du marché, montrer qu'on est prêt à y répondre. Et j'en passe et des meilleurs, bloquer l'ensemble de ce que Deleuze et Guattari auraient appelé ligne de fuite, multiplier les divisions, puisque c'est là qu'on a inventé cette étonnante chose que dans une usine, chaque département est client de l'un et fournisseur de l'autre, que donc ils sont réfléchis, que nous aurons été capables de créer. Alors maintenant, je vais passer, oui, il est temps que je passe à la question des sciences et à l'épreuve que cela constitue du point de vue de ce mode d'intervention. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, nous avons, enfin, l'idée de ralentir a de véritables ennemis, ceux qui nous disent et la croissance et ceci et cela. Par contre, il me semble que ce qu'il s'agit d'éviter, c'est du moralisme et du ressentiment. Les deux vont ensemble d'ailleurs. C'est-à-dire du « c'est bien mérité ce qui leur arrive ». Et c'est bien ça, je crois, ce que j'essaye de nouer avec une autre science est possible, qui ne s'adresse pas seulement aux scientifiques, mais qui tente aussi de s'adresser à ceux pour qui ce que je décris comme une probable destruction du métier de scientifique, comme il y a eu destruction de tant d'autres métiers, répondrait par « eh bien, c'est bien mérité ». Donc j'essaye de m'adresser à la fois à ceux qui désespèrent de se voir détruire comme scientifiques et ceux qui désespèrent que les sciences puissent avoir, comment dirais-je, quoi que ce soit à dire d'intéressant pour cet avenir. Et c'est vrai que l'institution scientifique en tant que telle est hautement compromise, que les références à la rationalité, l'objectivité, la calculabilité, etc., et la preuve, font partie d'une machine destructrice qui ont détruit et qui continuent à détruire ou à faire taire beaucoup comment dirais-je, de pratiques, de métiers, de manières de faire, d'attaches qui permettaient de vivre et de penser. Ici, et je ne parle pas de la colonisation. Et de la post-colonisation, puisque la destruction continue. Donc on peut dire que l'institution scientifique est hautement compromise, a été une partisane active dans la mobilisation du monde. Ça n'empêche pas, et il faut le rappeler, que certains scientifiques aient tiré la sonnette d'alarme. Beaucoup se souviennent du nom de Rachel Carson, c'était une scientifique qui a parlé du printemps silencieux que nos pesticides préparaient.
D'autres, aujourd'hui, comment dirais-je, beaucoup d'écologistes actifs le sont aussi en tant que scientifiques, affolés de ce que nous fabriquons. Mais ce qui est frappant, et c'est en quoi on peut parler de compromission, c'est que je n'ai pas mémoire de protestation collective de scientifiques, comme il y en a pour d'autres choses, hein, de pétitions de scientifiques, lorsque l'argument qui fait communiquer directement scientifique et rationnel est utilisé pour faire taire. Je n'en entends pas, je n'ai pas entendu de protestation collective, encore une fois, des scientifiques, lorsqu'est utilisée l'idée qu'il y a peut-être des dégâts, mais ça devrait s'arranger, le progrès arrangera les choses. Ou lorsque l'idée d'une analyse coût-bénéfice est utilisée comme la manière rationnelle de gérer des situations où des pertes irréversibles sont en question. Que du contraire, on peut dire que depuis que chaque fois que des scientifiques ont dit leur inquiétude, un grand nombre de scientifiques ont mis en doute leur loyauté à l'institution scientifique qui semble impliquer la confiance dans le progrès, dans l'idée que cela devrait s'arranger et qu'en douter, c'est peut-être ne pas être véritablement scientifique. Alors donc cette institution en tant que telle est hautement compromise dans ce qui nous arrive. Aujourd'hui, elle, à son tour, elle, comment dirais-je, je pense qu'elle est dans le processus d'être détruite. Après tant d'autres métiers, le métier de scientifique, à son tour, comment dirais-je, est under attack, comme on disait les Américains, est pris dans ce processus de destruction. Ça s'appelle, en ce qui concerne en tout cas les scientifiques qui intéressent l'industrie, l'économie de la connaissance. Vous savez ce que c'est l'économie de la connaissance? Ça veut dire en fait partenariat obligé, si vous voulez obtenir des fonds publics, avec le privé. Ça veut dire, comment dirais-je, que parmi les réussites qu'il y a sur la carrière d'un scientifique du point de vue du public, il y a les brevets, il y a l'obtention de brevets, c'est-à-dire la mise de la connaissance sous propriété privée. Cela signifie une demande de flexibilité, donc ce qui intéresse le privé doit être ce qui vous intéresse. Sinon, vous croyez encore aux scientifiques dans sa tour d'ivoire. Ça veut dire une dépendance accrue, elle était déjà bien forte, des scientifiques par rapport aux intérêts du privé, et une multiplication de conflits d'intérêts dont vous avez entendu parler. Ça veut dire qu'en fait, ce que ces sciences avaient de fiable dans leur mode de production, ce qui rassemblait les scientifiques, c'est-à-dire pouvons-nous nous appuyer, ces sciences ont, dans ce qui m'a rendu intéressée à elles, c'était leur dimension collective, c'est-à-dire le fait qu'un scientifique isolé était moins intelligent que ce que les scientifiques forçaient chacun d'entre eux à être. Pourquoi? Parce que pour qu'une proposition tienne, pour qu'une proposition soit une réussite pour ces scientifiques-là, il fallait qu'elle passe par les objections des autres. Sa fiabilité était un souci collectif qui rassemblait les scientifiques. Eh bien, aujourd'hui, c'est cette manière de faire collectif qui est détruite. Il y a d'autres raisons, d'autres manières de réussir, et ces manières-là séparent les collectifs, les scientifiques les uns des autres, c'est-à-dire les mettre sous la dépendance du privé. Obtenir un brevet est beaucoup moins difficile que obtenir un résultat fiable au sens scientifique du terme. Donc les scientifiques savent qu'ils sont en train d'être détruits, que ce qui les liait, ce qui les forçait à penser ensemble, ce qui les préoccupait et les forçait à créer des objections et des possibilités, eh bien, est délié, détruit. On tue leur métier. Et leur réaction usuelle, parce qu'un peu partout, on voit apparaître des collectifs de scientifiques pour la slow science et la désexcellence,
Ça, c'est deux termes qu'on emploie. L'un est né à la VUB, Slow Science. Des excellences, c'est plutôt né à l'ULB d'ailleurs. Eh bien, ça traduit, et chez les sciences humaines aussi, parce qu'elles seront détruites par d'autres moyens, pas par des brevets, par des impositions de modes de publication. J'en ai déjà parlé pour la philosophie. Eh bien, mais ce qui me semble dominer, enfin, ce sur quoi j'interviens, c'est pas simplement dire oui, l'économie de la connaissance est en train de détruire les sciences expérimentales et l'académie elle-même est globalement détruite par le néo-management après tant d'autres. C'est pas seulement ça, c'est que dans comment dirais-je, ce désarroi des scientifiques, il y a la nostalgie pour le passé, pour l'époque où on respectait les scientifiques, pour l'époque où, justement, le privé savait qu'il devait attendre que les scientifiques aient produit des savoirs fiables pour les transformer en innovation. Ce qu'il regrette, en fait, c'est ce que j'ai appelé, comment dirais-je, un compromis où il devenait la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, c'est un conte allemand qui met toujours en scène des villageois stupides. La poule aux œufs d'or pond des œufs d'or. Et voilà que les villageois se disent qu'ils auront beaucoup plus vite l'or et en direct s'ils étripent la poule. Ils ne trouvent dedans que des intestins de poule. Et donc, ils peuvent manger la poule, mais ils ont perdu les œufs d'or. Et le cri des scientifiques, ce qui leur a fait plaider qu'on leur laisse leur autonomie, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les respecte, c'était « sinon vous tuerez la poule aux œufs d'or ». C'est-à-dire vous nous empêcherez de produire ces réponses fiables qui vous importent et vous n'aurez plus que de la petite science, de la pauvre science, c'est-à-dire le genre de choses qu'on peut faire quand on vous impose une question à propos de laquelle on ne peut pas produire de réponse fiable. Si vous nous imposez les questions qui vous intéressent, vous aurez des réponses et elles ne vaudront rien. Ça, c'était en tout cas du temps que la poule aux œufs d'or avait les moyens de se faire entendre. Aujourd'hui, ils disent moins ça, c'est-à-dire qu'ils acceptent, comment dirais-je, tristement, d'en passer par les questions qui intéressent le privé. Alors, si une autre science est possible, et non pas « il faut défendre la science » est le titre de mon livre, c'est justement parce que l'un de ces enjeux, c'est ne pas regretter le passé. Ne pas regretter le statut de la poule aux œufs d'or. Ne pas se laisser enfermer dans les alternatives, ou bien asservissement, ou bien une science simplement autonome, au sens protégée par des frontières, laissez-nous tranquilles. Pourquoi ne pas regretter cette autonomie? Parce que justement, c'était déjà une forme de mobilisation. Les scientifiques, comment dirais-je, ont payé leur autonomie sur un mode que, qu'il faut plaider auprès des c'est pas pour rien qu'on se dit poule aux œufs d'or. Ça veut dire qu'ils se présentaient et ils ont appris à se penser comme mobilisés par le service de l'humanité, qui bénéficiait in fine des œufs d'or de l'innovation scientifique. Ça veut dire que la question de s'intéresser sur cet or, c'est-à-dire sur ceux qui transformaient leur production en œufs d'or, c'est pas eux, hein. L'or, c'était ceux qui intéressaient ces productions, que l'idée de s'interroger sur ces productions n'était pas une bonne idée, parce qu'une poule se borne à demander qu'on la laisse pondre en paix. Elle ne va pas poursuivre ses œufs et demander ce qu'on en fait. Non, non, elle est bien heureuse quand on leur dit, voilà, grâce à vous, nous pouvons désormais. Bon, je veux dire, ça entre dans l'argument. Et pire,
dans la mesure où l'ensemble tourne avec justement des œufs scientifiques qui deviennent or, comme les OGM par exemple, c'est de la biotechnologie qui devient or, eh bien, il se fait que beaucoup de scientifiques ne sont pas des simples poules, mais comme j'aime à le dire, des poules stratèges, c'est-à-dire qu'elles ne s'intéressent pas vraiment aux conséquences, à la nature de cet or, mais elles recrutent activement ceux qui pourraient transformer une nouveauté scientifique en innovation qui vaut de l'or. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une symbiose qui s'est établie depuis, en tout cas depuis, elle est très claire depuis la seconde moitié du XIXe siècle, entre le processus de production scientifique et le processus de développement industriel. Et une symbiose dont les scientifiques ne peuvent pas simplement dire c'est l'intérêt de nos œufs qui agissent en nous comme une vraie poule. Non, non, non. Une symbiose au sens où les scientifiques étaient très intéressés à pouvoir être considérés comme des bienfaiteurs de l'humanité. C'était ce qui valait qu'on les nourrisse. Et cette symbiose n'est pas seulement sur les produits et processus que les scientifiques ont pu rendre possibles, elle est aussi justement dans cette mobilisation, c'est-à-dire sur le fait que l'argument scientifique est tout aussi utile dans ce qu'il permet que dans la possibilité de l'utiliser pour faire taire ceux qui doutent, pour les traiter d'irrationnels, pour dire, grâce aux scientifiques, nous, comment dirais-je, nous examinons une situation et nous apportons une solution à la version enfin rationnelle de ce que tout humain de bonne volonté devra reconnaître, nous en avions besoin. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, on est arrivé, ça a été un caricatural que l'exemple des organismes génétiquement modifiés. Certains biologistes ont soutenu qu'ils allaient permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde. Hein ? C'est-à-dire, ils négligeaient complètement que la faim a bien d'autres mécanismes que simplement la quantité brute de nourriture produite, la productivité. Eh bien, je pense qu'il n'est pas intéressant de se demander si ces biologistes étaient corrompus par les industries comme Monsanto, s'ils étaient déjà le produit de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire si leurs intérêts étaient à ce point liés à ceux de leurs partenaires industriels qu'il n'y avait plus moyen de faire la différence, ou bien si ils ne traduisaient pas encore tout simplement le vieil ethos de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire de la tendance à voir une situation sur un mode tel que ce qu'on a à proposer vaut de l'or pour cette situation. Vous voyez ? C'est-à-dire simplement, on nous parle de faim, eh bien, la solution rationnelle, c'est celle que nous pouvons proposer, c'est-à-dire celle qui s'adresse à la productivité végétale, indépendable. Et le reste est secondaire, irrationnel, s'arrangera par la suite. S'intéresser à la productivité végétale, c'est la prise rationnelle, la nôtre, sur la situation. Donc, ne regrettons pas le passé, parce que ce passé aurait pu produire aussi des biologistes qui disent les OGM, c'est la solution à la faim dans le monde. La figure de cette science mobilisée, c'est-à-dire qui refuse toute question qui pourrait la ralentir quant aux conséquences des possibles qu'elle active, c'est la figure du somnambule. Le somnambule n'est pas seulement anesthésié, je vous ai dit, la mobilisation anesthésie rend insensible aux dégâts que l'on fait. Rien n'est plus important que d'aller vite. Eh bien, le somnambule, il n'est pas seulement anesthésié, ce qui pourrait être dû à un manque d'imagination, mais il lirait la presse, il apprendrait, facile. Non, non, le scientifique mobilisé est un somnambule au sens où, image usuelle, le somnambule est au fait d'un toit et il marche sans avoir le vertige. Il marche vite, il ne se laisse pas ralentir par le vertige.
parce qu'il est somnambule, parce qu'il ne se rend pas compte d'où il est, des risques qu'il court, de tout ce à quoi il est insensible. Et la morale du somnambule, c'est s'il était réveillé, il tomberait. Et la fabrication des scientifiques rapides, ceux de ce passé par rapport auquel il ne faut pas avoir de, comment dirais-je, de nostalgie, c'est précisément la fabrication de scientifiques ayant l'éthos du somnambule, c'est-à-dire des scientifiques qui non seulement ne sont pas du tout habitués à penser des questions qui les ralentiraient, mais qui les ont en horreur, qui les considèrent comme malveillantes. S'ils venaient à s'y intéresser, ils perdraient leur créativité somnambulique. Ils douteraient, ils hésiteraient, ils tomberaient. Et donc tous ceux qui veulent leur dire « mais pensez un peu plus loin quand vous dites « fin dans le monde », sont techniquement, objectivement, pas subjectivement, mais objectivement, des ennemis. Martin Legros a rappelé mon expérience personnelle, en fait, j'étais déjà en cours de fabrication somnambulique quand j'ai pris la décision de terminer la chimie, mais de quitter cette discipline. On m'a beaucoup moins insulté qu'il le dit. Par contre, j'avais déjà intégré. Le somnambule, il est fabriqué à coups de petits ricanements. Tu t'intéresses à ça, toi? Tiens, est-ce que tu es sûr que, etc. De petits doutes. On sent que peut-être on n'a pas, alors, si on pose des questions, l'étoffe du vrai scientifique. Et donc, effectivement, je me suis exclue. Mais cette auto-exclusion, c'était une réaction de somnambule. C'est-à-dire, je confirmais la nécessité de ne pas se poser des questions si on veut être un chercheur créatif. Donc, ne pas regretter ce passé où on crée des somnambules qui non seulement comment dirais-je, ne veulent pas s'intéresser aux conséquences de ce qu'ils produisent, mais ne peuvent pas s'intéresser parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, mais surtout ne veulent pas qu'on les y intéresse. Alors, donc, ralentir quand il est question de science, c'est mettre en question cette fabrique des étudiants et puis des chercheurs en sciences. Cette discipline au sens de résister à la tentation qui vous détournerait des sciences. Il y a quelque chose de religieux dans la discipline. S'intéresser au monde et non pas seulement à l'avancement de sa connaissance, c'est comme trahir et c'est comme se laisser séduire par le monde. S'intéresser aux nombreux mécanismes qui font la fin dans le monde, c'est comme si on était séduit et détourné de cela seul qui doit compter. Et finalement, comment dirais-je, j'ai l'impression, et c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre, c'est que si l'on échappe au piège d'accepter l'argument selon lequel les sciences auraient un rapport privilégié avec la rationalité, il est possible de s'adresser aux scientifiques, éventuellement, c'est ce que j'essaye de faire, sur un mode où ils se demandent à leur tour qu'est-ce qu'on nous a fait. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a moyen de leur dire, c'est de leur rappeler leur propre raison, en tant qu'effectivement, elles divergent de celles des autres. Elles divergent, mais pas au sens neutre que dirait le mot rationalité. Ils ne sont pas les cerveaux rationnels du monde. Ils sont très curieusement ceux pour qui n'a de valeur que ce qui réussit à les mettre d'accord. Ce qui compte pour un scientifique, c'est cette réussite, ou ce à quoi ils s'adressent. Comment dirais-je, c'est vu conférer le pouvoir de les mettre d'accord, et c'est rare et c'est intéressant. Par exemple, vous avez entendu parler du boson de Higgs, eh bien, des milliards d'euros et de temps de travail et de détecteurs et d'intelligence humaine ont été consacrés à cette idée, produire, comment dirais-je, ce qui permettra que nous disions ensemble, le boson de Higgs existe. Et cette passion-là,
Est-ce qu'elle est rationnelle? Elle est curieuse et elle n'est satisfaite que rarement. Parce que dès lors qu'un résultat scientifique quitte ces lieux qu'on peut dire de naissance, le laboratoire, où tout a été mis en scène pour conférer à ce à quoi on s'adresse le pouvoir de mettre d'accord, de surmonter les objections, eh bien, dès qu'on va un peu ailleurs dans le monde ou dans d'autres situations, cette fiabilité, ce pouvoir de mettre d'accord, il est perdu. Par exemple, on peut dire que les OGM de laboratoire sont liés à des résultats à peu près fiables qui ont le pouvoir de mettre d'accord les biologistes, et que on peut prévoir un progrès où de plus en plus de connaissances de ce type s'agencera autour de ces modifications génétiques, qu'on aura ce genre de savoir. Mais c'est l'OGM des laboratoires, à propos duquel un savoir fiable se produira. Cela n'a rien à voir avec les OGM dès lors qu'ils sont dans une autre situation, c'est-à-dire dans des champs cultivés sur des centaines de milliers d'hectares, avec pesticides, avec possibilité de transfert génétique, d'acquisition de résistance par les insectes, etc. Les propriétés de l'OGM au laboratoire et leurs propriétés fiables, voilà, ça doit augmenter la productivité, le laboratoire vous le dit. Tout cela perd sa fiabilité dès qu'on est au champ, tant parler des brevets, etc. Et cela, pouvoir dire la fiabilité est quelque chose auquel vous tenez et qui vous rend vivant, qui vous rend intelligent. Mais vous offensez votre métier lui-même en faisant de cette fiabilité une propriété générale qui se conserverait. L'OGM du labo resterait le même que l'OGM au champ et garderait sa définition générale. Ça, comment dirais-je, quand vous parlez ainsi de ce que vous faites, vous insultez vos propres pratiques. Vous insultez toute l'intelligence qu'il vous a fallu pour toute l'intelligence collective qui vous est nécessaire pour obtenir quelque chose de fiable. Comment dirais-je, est-il possible de ralentir les scientifiques dans leur jugement contre les non-scientifiques et contre les objections qui ne viennent pas de collègues? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'opération de ralentissement ici, de réappropriation, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est double. C'est-à-dire que ce que je viens de dire aux scientifiques et qui pourrait les faire changer, qui pourrait leur faire, comment dirais-je, les faire penser, parce que ça ne les insulte pas, mais ça dit attention, c'est pas la rationalité, ça c'est ce qui fait valeur pour vous. Eh bien, ce que je dis aux scientifiques est fait pour être entendu aussi par les activistes hostiles aux sciences. Et les scientifiques peuvent aussi écouter la manière dont je tente de m'adresser à ceux qui accusent les sciences d'être responsables du type de mobilisation du monde contre lesquels ils luttent. C'est-à-dire parler aux scientifiques devant ceux qui les accusent, parler aux accusateurs devant les scientifiques. Ne pas plaider une innocence, mais plaider, comment dirais-je, que nous ne savons pas ce que peut un scientifique, indépendamment du milieu qui a été le leur, ce milieu qui nous a tous abîmés, eux comme nous. Bien, vous voyez cet exemple, cette manière de dire « je veux apprendre à parler aux scientifiques » pour qu'ils oublient pour qu'ils n'entretiennent pas la nostalgie du temps où ils étaient protégés, comme la poule aux œufs d'or avait réclamé d'être protégée contre les mauvaises questions. Eh bien, cette manière de tenter de m'adresser aux scientifiques, de leur dire une autre science est possible, et de le dire aussi sur un mode qui puisse intéresser et activer des créations de rapports avec les activistes pour qui aujourd'hui les sciences c'est l'ennemi, et non sans bonne raison, c'est peut-être un exemple de cette création d'un plan où des raisons
qui se reconnaissent comme divergentes deviennent susceptibles d'entrer en communication. Les scientifiques m'intéressent aussi parce que je pense que dans cet avenir qui se prépare, nous aurons besoin d'intelligence scientifique. Nous ne nous en tirerons pas sans propositions pertinentes, sans propositions techniques pertinentes. Nous ne nous en tirerons pas, comment dirais-je, les potagers collectifs, pour moi, sont un exemple de réappropriation, par exemple. Mais s'il est véritablement question, non pas de faire un potager, mais de se substituer à l'agriculture industrielle, nous avons besoin de scientifiques, agronomes, biologistes, techniciens, qui aujourd'hui commencent à exister. On appelle ça l'agroécologie. Et ça veut dire, l'agroécologie, que ceux qui s'y reconnaissent et tentent d'y travailler doivent subir un ralentissement extraordinaire, parce qu'ils savent et ils disent aucune solution n'est pertinente si elle n'a pas été coproduite par les, comment dirais-je, par les agriculteurs et avec les savoirs des agronomes, mais tels que les agriculteurs les reconnaîtront ou non comme pertinents. Et cela ne suffira pas, il faudra aussi poser tous les problèmes de la distribution, etc. Tout ce qui compose la question de la faim dans le monde ou de l'agriculture doit être rebrassé et pensé, non pas sur un seul mode, mais de manière connectée. Bien, ceux qui s'engagent dans ce genre de champ, qui n'est plus du tout disciplinaire, on a besoin d'eux, et on a besoin de les défendre, et on a besoin de s'intéresser à ce que ce nouveau type de scientifique rend possible. Dire la science ou la rationalité sont notre ennemi, c'est affaiblir ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de scientifiques qui sachent entendre les raisons des autres, s'intéresser à ces raisons, être forcés à penser par ces raisons, c'est-à-dire fabriquer avec les autres, savoir qu'on contribue mais qu'on ne définit pas l'approche rationnelle d'une question. Donc, je dirais que, comment dirais, j'ai parlé au début de comment créer un plan, justement, où les raisons divergentes entrent en communication. L'une des formules pour ça, c'est une formule que les scientifiques, mais c'est ça que je vais terminer, pas seulement les scientifiques, on peut dire expérimenter, ce serait conférer à une situation, mais une situation cette fois-ci d'intérêt collectif, où s'agencent donc des intérêts divergents, le pouvoir de faire penser ensemble, c'est-à-dire le pouvoir de ralentir toutes les raisons. Toutes les raisons, aucune n'étant indemne, bonne en soi. Une situation, chaque situation en particulier, comme demandant que toutes les raisons ralentissent pour pouvoir s'entrecomposer. Ce qui est requis alors, c'est qu'aucune raison ne s'identifie à un intérêt général et que chaque raison soit capable de tenir sans s'identifier à un intérêt général. Tous ensemble alors, contre ce qui se présente comme représentant l'intérêt général qui permettrait de définir une situation, qui permettrait de définir une situation en termes toujours de quelque chose qui la transcendance, qui la transcende. Et ce qu'il y a de très curieux avec ce qui nous est arrivé depuis 20 ans, c'est que cette transcendance, je vous le rappelle, avant c'était il faut, avec le point triomphaliste le progrès de l'homme ne peut pas être arrêté. Aujourd'hui, la transcendance est toujours là, mais elle dit il faut bien. Nous savons que la croissance va nous tuer, mais il faut bien croître. Et la dernière chose, j'ai dit que les scientifiques donnent à une situation le pouvoir de les faire penser ensemble. Nous pouvons aussi apprendre que d'autres civilisations ont cultivé ce pouvoir. J'aime, parce que j'en ai eu l'expérience, me référer aux pratiques de palabres que l'on trouve en Afrique. Eh bien, là, on trouve le même point.
c'est-à-dire que tous ceux qui sont rassemblés là en tant qu'ils en savent quelque chose sur ce que j'appellerais l'ordre du monde. Mais s'ils doivent se rassembler, c'est parce qu'aucun de ces savoirs n'est suffisant pour répondre à la situation qui les rassemble. Donc chacun, comment dirais-je, écoute et est écouté par les autres en tant que disant un morceau de l'ordre du monde, jusqu'à ce que se produise ce processus de composition, on s'arrête et on réfléchit, et que se produise un accord sur comment la situation peut être comprise. À ce moment-là, on pourrait dire, par le ralentissement et l'écoute de chacun en tant que représentant un aspect de l'ordre du monde, eh bien, l'ordre du monde passe au sens où on sait ici, et jamais en général, ce qu'il demande. Donc, vous disiez que vous n'étiez pas convaincu par les manières de forum. Attendez les palabres. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, je crois qu'il y a un micro dans la salle. En tout cas, merci beaucoup. En vous écoutant, je me disais que vous êtes un peu une sorcière qui nous donne à penser des poules qui seraient somnambules sur une corde et que vous parviendriez à réveiller. Alors, je ne sais pas si vous avez réveillé l'audience, mais n'hésitez pas. Moi, j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je préfère vous laisser l'initiative des questions. Il y a un micro en bas et un micro en haut, donc levez la main. Attendez, monsieur, attendez, on va prendre un micro. J'ai rencontré dans votre livre le mot pragmatisme. Et vous dites que le pragmatisme, ce n'est pas tellement une philosophie de l'action, mais une philosophie de l'hésitation, où on analysait plutôt les effets que les causes. Et j'aimerais quand même une explication complémentaire à ce sujet. William James, donc, que je considère comme le père du pragmatisme et que je préfère à d'autres qui s'appellent pragmatiques, disait la vérification d'une idée, ce sont ses conséquences. Hein? Et parfois il disait avec une once d'ironie, mais qui lui a coûté cher, c'est ce qu'elle rapporte, la vérité d'une idée, philosophie de businessman, etc., etc. Or, quand on le lit, la question du pragmatisme alors impose un art des conséquences, apprendre à penser à partir des conséquences ou des effets, et non pas dire je sers la vérité, tant pis pour les conséquences. La vérité demande un service indifférent aux conséquences. Donc, c'était rendre indissociable ce que l'on affirme et les conséquences qu'on ne pourra jamais prévoir, mais auxquelles on se doit d'apprendre à faire attention de ce qu'on dit. Si par exemple un scientifique dit la science c'est la rationalité, je dirais en termes pragmatiques, monsieur, vous êtes un être absolument non civilisé. Pourquoi? Parce que si je dis la science c'est rationnel, si je me présente comme scientifique, bonjour, je suis scientifique, je suis rationnel, et vous, il n'y a pas moyen de dire et vous, parce que ça veut dire que l'autre, il ne l'est pas rationnel. Vous voyez? La conséquence d'un mode de présentation peut être, comment dirais-je, un acte d'entière non-civilisation, c'est-à-dire se présenter à partir de quelque chose dont l'autre manquerait. C'est une des différences, c'est pour ça que je vous ai dit, dire que les raisons des scientifiques sont très curieuses, conférer à quelque chose le pouvoir de les mettre d'accord, c'est que justement ceux qui ont d'autres raisons d'agir pour agir et pour penser ne manquent de rien par rapport aux scientifiques. Cela diverge. Donc, je dirais le pragmatisme, c'est effectivement un art de faire attention aux conséquences, de refuser la hiérarchie entre celles qui comptent vraiment et celles qui s'arrangeront ou sont secondaires. Et cet art de faire attention aux conséquences, c'est précisément, comment dirais-je, ce dont nous avons été détournés par le progrès, par la référence au progrès, qui
arrangerait les conséquences indésirables.